Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via internet. L'émission Santé et Spiritualité, comme chaque jour de 17h30 à 19h en compagnie aujourd'hui de Sandrine Félix. Sandrine, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Bienvenue sur notre antenne, c'est vous qui allez animer cette émission Santé et Spiritualité. Nous allons parler ensemble de Shutsu. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va beaucoup parler des mains et des pieds et du corps que l'on peut retrouver sur ses membres, qui d'habitude nous servent à autre chose. Là, on va parler de ça à travers le Shutsu ensemble. Nous parlerons de relaxation coréenne, on parlera de naturopathie, beaucoup de sujets qui vont être développés lors de cette émission et les auditeurs pourront évidemment poser leurs questions. Avant de passer à la présentation, pour tous ceux qui vous découvrent aujourd'hui, je tiens à annoncer pour ceux qui ne le savaient pas que vous donnerez un atelier dans les locaux de la radio ce soir. Ouverture des portes à 19h45 et le début de la conférence c'est à 20h. Vous avez le droit d'arriver un peu en retard, mais pas trop quand même. Laurent va mieux vous expliquer tout cela que moi. Bonjour à tous, une annonce vous concernant. Sachez que Sandrine Félix, thérapeute, énergéticienne, naturopathe, spécialiste du Shutsu, sera présente dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité le mercredi 30 avril. Par la suite, elle vous propose un atelier conférence dans les locaux de la radio au 8 rue Violet dans le 15e arrondissement à Paris, métro mode Piquet-Grenelle ou duplex. La thématique qu'a choisi d'aborder Sandrine Félix avec vous, le rééquilibrage énergétique avec le printemps. Atelier conférence qui aura lieu donc de 20h à 22h30. L'ouverture des portes se fait à 19h45 et une donation de 10 € vous sera demandée qui reviendront à la radio. Je vous rappelle donc Sandrine Félix le mercredi 30 avril, le rééquilibrage énergétique avec le printemps. Merci à Laurent pour cette présentation de cet atelier conférence qui aura lieu ce soir dans les locaux de la radio. Quelque chose à rajouter, Sandrine ? Non, en fait, on va faire en fonction de la saison dans laquelle on se situe aujourd'hui et on va, au travers des différentes approches énergétiques, avoir l'opportunité de comprendre comment s'expriment les déséquilibres, en l'occurrence en fonction de la saison du printemps. Et on verra qu'il y a certains organes qui vont beaucoup plus s'exprimer que d'autres en fonction de cette période précisément. C'est une question qui peut paraître un peu simple, effectivement, parce que même inconsciemment, on le sait, mais les énergies sont différentes selon les saisons. Effectivement. Et au printemps, on est plus dans quoi ? Dans une reconstruction, dans un renouvellement, Alors, l'énergie du printemps, ça s'apparente à l'énergie du vent. Le vent, c'est le mouvement. C'est tout ce qui a trait à la croissance, au renouveau. C'est une énergie qui est en expansion, qui est vouée à la renaissance. Au printemps, c'est là où la sève commence à remonter. C'est là où on commence à voir la floraison. C'est là où on est dans l'apogée, en fait, de la renaissance de la nature. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau du corps et au niveau des énergies dans le corps. On sort de l'hiver, où l'hiver, par opposition au printemps, on est plus dans une énergie qui va être contractée, qui va nous permettre de nous retrouver, qui va nous permettre de nous poser aussi, parce que l'énergie de l'hiver, on sort de cette énergie-là, c'est une énergie très très yin, qui est beaucoup ancrée dans la terre. Donc d'ailleurs, l'hiver, on a toutes les énergies qui redescendent, et c'est à cette période-là qu'on est censé justement se poser, se ressourcer. Il y a certains animaux d'ailleurs qui vont dormir, qui vont hiverner pendant toute cette période pour pouvoir refaire peau neuve pour certains, pour pouvoir récupérer pour d'autres. Et nous, en tant qu'humains, on fait partie du règne animal et on a aussi cette période-là qui est une période où on a l'opportunité de reprendre des forces. Bon, alors même si on a tendance à bouger pendant cette période, aller au ski, bouger et aller faire plein de choses, parce qu'on a des vacances et pendant les vacances, on n'a pas toujours envie de rester sans rien faire. On a envie de mettre en place des projets, de se ressourcer aussi. En fait, c'est une période où on devrait faire une pause.
Alors nous, on a tendance à faire ça plutôt l'été, où on va faire le lézard sur la plage. Et alors que l'été, en fait, c'est une période où, au contraire, c'est le feu qui commence à monter. Et là, on a besoin de se dépenser. Donc le feu, qui fait partie en fait, de l'élément feu, comprend l'énergie de la chaleur dans son expression et de l'ardeur également. Il y a deux expressions au niveau de l'élément feu, la chaleur qui chauffe et l'ardeur qui brûle. En fait, le feu et donc l'élément feu et l'élément eau sont les deux éléments qui sont juste avant et après l'élément du bois. Donc l'élément du bois, c'est l'élément qui correspond à l'énergie du vent et qui est l'énergie qui s'exprime au printemps. Voilà, donc pour revenir au sujet qui est celui d'aujourd'hui, on est sur l'élément bois pour l'énergie du vent, qui est celle du printemps. Donc elle précède en fait, elle est entre l'énergie de l'hiver, qui est l'élément eau, et qui est donc l'expression du froid, l'énergie du froid. Et juste après, on va rentrer dans l'élément feu, qui va contenir l'expression de l'énergie de la chaleur et de l'énergie de l'ardeur, ce qui va chauffer et ce qui va brûler. D'ailleurs, on va retrouver ça au niveau de l'expression des déséquilibres dans le corps. Et c'est de cela dont il s'agit. Donc maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est aussi ce qui se passe au niveau du cycle des énergies. Donc pour revenir à l'énergie du vent, qui est celle du printemps, celle qui nous concerne présentement, en face de cette énergie, sur le cycle des 6 énergies, on va avoir l'énergie de l'humidité. L'énergie de l'humidité, ça correspond à l'élément terre. Et l'élément terre, c'est en fait le 5e élément, c'est la 5e expression. Si on regarde au niveau des différents éléments, en fait, on a un élément par saison pratiquement. Alors que la terre, comme c'est la 5e saison, c'est une énergie qui va s'interposer avant chaque élément. 18 jours avant chaque élément, donc avant chaque énergie, et qui va quelque chose qui va potentialiser. Donc la Terre, c'est aussi une énergie centrale. On pourrait même la mettre au centre de toutes les énergies, parce que souvent, quand on veut rééquilibrer une énergie, on va commencer par la Terre. La Terre, c'est la mer nourricière, c'est tout ce qui est enclin à nous enraciner, à nous ancrer, à nous stabiliser. Et tout le monde sait que c'est lorsque on est parfaitement ancré qu'on a beaucoup plus de disposition à être dans sa verticalité, dans son axe, dans sa connexion spirituelle ou mentale. Et c'est là où on a beaucoup plus de facultés au niveau de l'énergie pour avoir une libre circulation des flux dans tout le corps. Voilà, alors voilà pour l'énergie du printemps. Du printemps, je voulais pas vous couper. C'est effectivement un des sujets qu'on pourra trouver dans cet atelier conférence qui aura lieu ce soir dans les locaux de la radio. On y reviendra en fin d'émission. Là, c'était le printemps. J'imagine que les auditeurs pourront aussi essayer, tester deux, trois petites choses du shutsu. Tout à fait, c'est l'occasion justement de pouvoir découvrir cette méthode qui est une méthode d'autonomie et qui est surtout une méthode d'urgence. Donc le shutsu prend vraiment son essor et son essence en ce fait qu'il a la particularité d'agir dans des moments d'urgence, dans un accident où on a mal, où on a des maux de tête, où on a une sciatique, où on est complètement bloqué au niveau du dos. Dès qu'il y a quelque chose de bloqué dans le corps, et bien là, on peut utiliser cette technique qui est une technique d'urgence, vraiment spécifiquement. Sur laquelle on va revenir en détail dans quelques instants. C'est pour ça que je vous arrête là, comme ça on va pas tout mélanger. À partir de 18h, on va véritablement commencer à définir le shutsu ensemble. Avant cela, je vais vous demander, s'il vous plaît, Sandrine Félix, pour tous ceux qui vous découvrent aujourd'hui, en quelques mots de vous présenter. Oui, alors, ça fait à peu près une vingtaine d'années maintenant que je suis dans le domaine de l'accompagnement thérapeutique. Alors, j'ai eu l'opportunité, chemin faisant, par l'école de la vie, je dirais, d'expérimenter un certain nombre
de choses au travers du corps, au travers des ressentis notamment qui ont trait à la douleur. Et c'est ce qui m'a amené, chemin faisant, à me diriger vers des techniques, vers des outils, vers des méthodes thérapeutiques pour trouver une issue à cette douleur. Donc, j'ai testé dans un premier temps la sophrologie. J'ai trouvé énormément de résultats avec cet outil, qui est un outil effectivement qui va nous permettre par l'énergie mentale, par la capacité à se centrer, à s'ancrer, à retrouver effectivement cette puissance intérieure. Mais physiquement, ça ne m'a pas suffi parce que j'avais à l'époque, suite à un accident de ski, des blocages fonctionnels au niveau des membres inférieurs, notamment au niveau du genou, qui faisaient que j'avais beau mettre en place l'outil, en l'occurrence au niveau du mental, au niveau mécanique, il y avait quelque chose qui n'était pas encore suffisant pour moi. Donc, je me suis tournée vers des outils comme les aimants, où là, j'ai eu un peu plus de résultats. J'ai pris conscience qu'effectivement, il y avait beaucoup plus de circulation au niveau des flux énergétiques lorsqu'on était sur la matière, hein, sur le corps physique. Et j'ai également été dans la perception de ces flux, de ces sensations, je dirais. Des sensations justement qui s'apparentent à l'expression des différentes énergies. Donc je pense notamment à l'expression de la chaleur, qui fait partie de l'élément du feu, comme on l'a exprimé juste avant l'émission, et de l'ardeur. L'ardeur, c'est également l'expression de l'énergie feu, puisqu'il y a deux expressions. Il y a une expression qui correspond au cœur et à l'intestin grêle, qui est feu monarque, qui va diriger vraiment toutes les énergies dans le corps. Et il y a l'ardeur, qui correspond à l'expression de l'énergie du feu ministériel, qui lui correspond donc en Shutsu au cerveau et à la moelle épinière, et en médecine traditionnelle chinoise au triple réchauffeur, donc en l'occurrence les trois foyers majeurs, le système cardio-respiratoire, digestif et fécondation-élimination, et également le maître du cœur, donc les veines, les artères, également le maître des émotions. Donc il se trouve que l'élément feu fait opposition à l'élément de l'eau. Donc on a dit que c'était sur un axe. Alors pour les personnes qui seront sur la vidéo, donc ils pourront sûrement voir ce petit schéma. J'espère qu'il sera suffisamment grand pour essayer de comprendre ce que je voudrais vous illustrer. Donc comme vous pourrez le voir sur le schéma, je vais essayer de vous le décrire d'une manière un petit peu plus explicite. Eh bien, ici en haut, vous avez l'ardeur. Et je vous parlais tout à l'heure de l'élément feu qui comprend la chaleur et l'ardeur. Et en face, par opposition, vous avez l'élément eau qui est dans l'expression, en fait, du froid. Je précise à tous nos auditeurs là qu'en fait il y a un graphique avec 6 paumes et 6 mains exactement qui ont chacune leur opposé et des couleurs différentes. Tout à fait, et vous pourrez retrouver ces informations-là sur le site, et également pour les personnes qui participeront à l'atelier tout à l'heure, effectivement tout sera expliqué et expérimenté puisque c'est un atelier pratique. Donc là, en l'occurrence, c'était juste pour vous exprimer le fait que par rapport à cet opposé, il y a l'élément eau qui correspond à l'énergie du froid. Et le froid, dans son expression, ça correspond à tout ce qui est blocage, à tout ce qui est douleur intense. Donc, vous voyez que, en fait, au niveau des différentes expressions, on retrouve certaines pathologies dans le corps. Et en l'occurrence, le froid sont les pathologies osseuses, qui vont être des pathologies. C'est aussi relié au problème des cheveux, au problème des oreilles, l'audition. Vous voyez, donc l'élément eau va contenir toutes ces expressions-là. Et qui plus est, il va être relié au rein et à la vessie au niveau de l'organe. Donc le rein, c'est aussi là où siège l'énergie, le chi. Donc,
Et alors que le Chen s'assiège plutôt dans l'esprit. Donc on est dans les opposés, en fait, au niveau de l'expression énergétique du corps. Et c'est vraiment de cela dont il s'agit lorsqu'on parle de symptômes ou de pathologies, qui sont des gros mots. En fait, en réalité, il s'agit de troubles énergétiques, de déséquilibre. Et là, on va tendre vers des excès lorsque l'on va avoir une expression qui tend vers de l'inflammation, de l'irritation ou de l'infection. Donc là, pour vulgariser un peu la chose, c'est bien sûr, quand on rentre dans les détails, en formation, on va plus dans les détails, mais là, je vais simplement vous exprimer que toutes les pathologies feu peuvent être plutôt, on va dire, dans le yang, donc plus dans une expression d'irritation, d'inflammation, en l'occurrence pour le feu, puisqu'on est soit de la chaleur, quelque chose qui chauffe, des rougeurs, soit de l'ardeur, quelque chose qui brûle. Et concernant d'autres expressions énergétiques, en l'occurrence, on peut être plutôt dans quelque chose en hypofonction, comme par exemple, je pense à l'énergie d'humidité qui contient l'eau dans quelque chose qui ne bouge pas. Donc ça va être des kystes, hein, ça va être des nodules, ça va être des choses comme ça, où là on est plutôt dans l'hypofonctionnement. Le corps fonctionne au ralenti et il y a une problématique manifestement à faire circuler les flux énergétiques dans le corps. Donc ça crée des blocages. Et comme par hasard, par opposition à l'énergie de l'humidité, on a cette fameuse énergie du vent qui correspond au mouvement. Donc là, en l'occurrence, c'est le mouvement qui va faire bouger cette humidité, cette stagnation d'énergie, si je puis dire. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau énergétique, c'est un système de balancier. On peut toujours avoir dans l'opposé, et on a dans l'opposé ce qui va nous permettre de réguler. Vous voyez, par exemple, pour reprendre les exemples feu, on a une opposition, là on vient de parler du feu ardeur qui a son opposé au niveau de l'élément froid, donc l'élément froid qui correspond à l'énergie de l'eau dans son expression, et le feu chaleur a son opposé, lui, dans l'élément métal qui correspond à l'expression énergétique de la sécheresse. En l'occurrence, la chaleur, ça s'exprime souvent au niveau de l'organe émonctoire de la peau. La peau, c'est un micro-rein, c'est les crins qui nous contient, ça fait un terrain de tennis, c'est le plus gros organe du corps. Et la peau va refléter à l'extérieur tout ce qui dysfonctionne à l'intérieur. En l'occurrence, la peau est reliée à l'énergie qui correspond à l'élément métal, qui est l'énergie de la sécheresse. Pourquoi? Parce que c'est relié aux poumons et au gros intestin. Et en face, on va avoir le cœur et l'intestin grêle. Donc dans l'expression de la peau, il va y avoir aussi cette chaleur. Il va y avoir les différentes déclinaisons de la chaleur au niveau de la peau. Il va y avoir toutes les autres aussi. Il peut y avoir un excès d'humidité, puisqu'il peut y avoir des boutons. Il peut y avoir aussi un excès d'ardeur. Ça peut gratter, ça peut démanger, notamment dans un psoriasis, notamment, ou un zona. Et en fait, les émotions, les énergies psychiques de chaque élément, en l'occurrence l'élément terre, qui fait partie de l'énergie d'humidité, va se rattacher à l'anxiété. Donc là, on va avoir l'anxiété. Et si on passe sur le métal, donc l'énergie de la sécheresse, en face, on va avoir donc l'élément feu, feu-chaleur. Et là, on va être sur l'émotion de la joie. Donc, si on a quelqu'un qui est dans la joie, en face, on a la tristesse du métal, il ne peut pas être dans la tristesse. Vous voyez, c'est comme ça qu'on identifie un peu au niveau émotionnel. Donc, on peut avoir différentes grilles de lecture. S'il y a quelque chose qui est bloqué dans le corps, forcément, ça ne bouge pas. Donc, ça s'explique dans les opposés. Donc là, en l'occurrence, il va falloir faire bouger. Donc, on va animer l'énergie du vent pour faire bouger la stagnation. Et maintenant, au niveau de l'émotionnel, par exemple, si on a quelqu'un qui est dans l'excès de tristesse, donc forcément, il manque de volonté. Donc ça, c'est l'énergie de la sécheresse pour l'élément métal. Donc en face, on a l'élément feu, on est dans la joie. Donc forcément, on va augmenter la joie pour faire baisser la tristesse. Vous voyez? Donc il y a différentes expressions. Les expressions des troubles
au niveau énergétique, elles vont se polariser à différents niveaux. Donc le premier niveau, ça va être soit au niveau du mental, l'aspect psychologique, l'aspect mental de la chose, où on commence à être perturbé par quelque chose, soit au niveau du corps. Et là, ça va être somatique. C'est le soma qui s'exprime. Ça peut être le fonctionnel ou autre. Ça peut être l'organique, ça peut être le mécanique. Mais il n'empêche que le symptôme est souvent psychosomatique. Et effectivement, c'est pas la palisse que de le dire. En fait, on est dans une société occidentale où quand on entend psychosomatique, psychosomatique égale chiqué, parce qu'on met un jugement là-dessus. En vérité, psychosomatique, c'est simplement la résultante d'un déséquilibre qui s'est manifesté dans un premier temps, soit au niveau du psychique, mais qui n'a pas été entendu et qui n'a pas été résolu, et qui est arrivé sur le physique, ou inversement. Donc l'important est de régulariser les énergies dans un premier temps d'une manière globale, aussi bien au niveau énergétique que physique que psychologique, et on est obligé de passer par les énergies dans un premier temps, puisque c'est l'énergie qui véhicule l'information, tant au niveau du mental qu'au niveau du physique. Voilà. Alors tout ça est un peu compliqué, surtout pour les néophytes, et j'en ai conscience. Donc je proposerai tout à l'heure de rentrer dans les détails pour toutes les questions éventuelles. Tout à fait, les auditeurs pourront poser leurs questions Oui, 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 eux-mêmes. Et tout puis, à fait. alors, puisqu'on va, on va définir en seconde et en troisième partie d'émission le Shutsu, c'est-à-dire le plan physique, le plan énergétique, plan émotionnel et plan mental, que ça va bien nous occuper. Si on gagnait un tout petit peu de temps en revenant sur l'historique du Shutsu. Alors, l'historique du Shutsu, Oui. tout à fait. Donc, Shu, ça veut dire main en chinois, et Zu, ça veut dire pied, tout simplement. Donc, c'est une technique ancestrale, en fait, puisque comme toutes les techniques, les techniques chinoises sont millénaires. Il se trouve qu'il y a une méthode qui est un petit peu plus connue, on va dire, médiatisée, qui va être le Sujok. Ça veut dire main-pied en coréen. Pour la bonne et simple raison qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, le Shutsu a été rebaptisé main-pied en coréen par le professeur Park, qui lui était coréen. Mais il se trouve que c'est exactement la même méthode, simplement on a un axe beaucoup plus holistique, donc holos veut dire le tout en grec, donc cet axe-là comprend les expressions sur la pyramide spatiale de l'être. Donc le premier niveau étant le physique, l'expression dans le mécanique, le fonctionnel. Le deuxième niveau étant l'énergétique, donc là on va être sur les flux des méridiens. Le troisième niveau étant l'émotionnel, là on va être sur les chakras. Et le dernier niveau étant le mental. Donc on a un axe très complet. Alors, Sandrine Félix, vous l'avez compris, elle va très très vite. Et concernant l'histoire du Shutsu, est-ce que c'est utilisé fréquemment? Est-ce que dans son pays d'origine, est-ce que au Japon, est-ce que c'est utilisé tous les jours? Alors le Shutsu est une technique effectivement d'autonomie. C'est une technique qui s'enseigne en fait et qui est utilisée dans les hôpitaux au Japon, en Chine, en URSS, C'est quelque chose d'assez classique. Finalement, aux États-Unis, partout, partout, tout le monde l'utilise. C'est une technique très très connue et très très utilisée en vérité. Mais il se trouve que on est au niveau des Occidentaux, on est toujours un petit peu en fait en retard sur certains outils. Parce que c'est aussi une question d'ouverture d'esprit. C'est nouveau, donc tout ce qui est nouveau, des fois, ça fait un peu peur. Et puis, voilà, on a besoin beaucoup de rationnel dans cette société. Et c'est quelque chose qui est troublant par le fait que ça peut paraître complètement irrationnel. Tellement c'est bluffant. On voit quelqu'un qui arrive et qui est bloqué, et comme par hasard, on appuie sur 2 points, et c'est terminé, il marche, alors qu'il avait une sciatique. On voit quelqu'un qui avait des ronflements depuis des années, on fait 2 points, et c'est terminé. Donc vous voyez, c'est assez troublant. c'est du toucher, hein, surtout. Et Oui. il faut savoir exactement à quel endroit appuyer. Et ça, on va en parler justement tout à l'heure. Et puis, c'est un métier, c'est le vôtre. Mais est-ce que c'est aussi du travail sur l'énergie? Et si oui, de quelle manière? Et est-ce que c'est de l'intention?
Exactement, c'est très juste. Il y a ces deux-là aussi Il dedans? y a de tout cela, Mhm. effectivement, pour la bonne et simple raison qu'on peut, par rapport au Shutsu, ne serait-ce qu'en faisant un test au niveau des mains, ressentir les blocages au niveau des flux énergétiques. Ensuite, on peut effectivement, par rapport au toucher, on peut stimuler, on peut tonifier pour redonner de l'énergie, on peut disperser pour retirer un excès d'énergie, on peut réguler. Et également, il suffit de travailler sur l'intention pour activer, pour potentialiser le soin. Parce qu'il s'agit réellement de l'intention, c'est le pouvoir de l'intention. On a oublié cela. Et pourtant, c'est sous nos yeux. On voit qu'on a le pouvoir créateur absolu. On est capable de créer un être à son image. C'est pas de la magie, ça. Donc, quand on voit ce qu'on est capable de faire, on est capable de le faire parler. On est capable de le faire évoluer, de lui transmettre un enseignement. On est capable de ça. On est tout aussi capable de se réparer lorsqu'on va se couper. La peau se régénère, on cicatrise, on refait de la peau. Donc, il se passe des choses comme ça, qui ont l'air toutes simples quand on en parle, et pourtant qui sont quand même assez stupéfiantes. Le Shutsu fait appel à cette énergie, à cette capacité de réguler. Et en l'occurrence, à la potentialité de pouvoir réaccéder à cette capacité, parce que c'est une technique d'autonomie. Et ça dérange. Ça dérange de dire aujourd'hui, dans une société occidentale, qu'on a ce pouvoir-là de pouvoir réguler un trouble. Réguler ou régénérer? Parce que si vous me parlez Réguler, si vous me parlez de cicatrisation, par exemple, quand on se fait oui, une plaie et que la peau se reforme, c'est une régénération. tout à fait, mais on est capable de régénérer et on est capable de réguler. Il s'agit de la même chose. Lorsque vous voulez réguler, on est sur un flux énergétique qui va activer une fonction. Lorsqu'on veut régénérer, on va être sur une particularité par rapport à une fonction organique aussi. Mais par exemple, quand on veut régénérer, là, on va être sur les ostéoclastes, les ostéoblastes. On refait la peau, on est sur le tissu conjonctif, on est sur la lymphe, on est sur tout ça. Donc on active pour la bonne et simple raison que quand on stimule une zone ou un point, on va activer directement une zone de résonance au niveau c'est le système nerveux central qui agit. Ce n'est pas une zone de réflexe. On n'est pas sur quelque chose de musculaire, quelque chose de mécanique. On est au-delà de cela. On est dans du quantique. Le quantique, c'est de l'information. On est dans une information intentionnelle qui fait que, en appuyant sur cette zone, on régénère tel endroit, tel organe. Parce que chaque zone correspond à un organe dans le corps. On peut aussi bien travailler dans les mains, donc on appellera Shu, que les pieds, qu'on appellera Zu. Mais on verra que le Shutsu, c'est aussi une technique qui va pouvoir travailler sur différents prismes. On peut travailler au niveau crânien, on peut travailler au niveau digital, et vous pourrez le voir sur le site, ou alors pour les personnes qui ont la vidéo, vous pourrez le voir derrière sur le petit kakemono qui est derrière nous. Là, il s'agit du système digital. Et en l'occurrence, sur chaque doigt, vous allez retrouver tout le corps. Donc sur la face interne, on va retrouver tous les organes. Sur la face externe, on va retrouver toute la zone ostéo-articulaire. Et au niveau des latéralités, on va retrouver sur le côté droit les membres supérieurs et les membres inférieurs. Et sur le côté gauche, pareil, le bras gauche et la jambe gauche. Donc sur les doigts, sur les mains, sur les pieds, Oui, sur le crâne, sur le crâne. sur les ongles. Alors du coup, je me demande si on ne peut pas, par accident, se faire mal. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je prends mon doigt là, j'appuie à tel endroit. Si je mets pas d'intention, je ne peux pas rentrer en interaction avec les organes que ça représente. Alors justement, il y a une innocuité totale avec le Shutsu puisqu'on n'est pas sur des organes vitaux, on est sur des flux énergétiques. Mhm. Donc il y a une innocuité absolue, c'est ça D'accord. l'avantage. Il n'y a D'accord. aucun inconvénient. On ne fait que réguler un flux énergétique. Bien sûr, je veux dire, pas en pratiquant le shutsu, mais même par accident, je veux dire, dans la vie quotidienne. Imaginons que j'appuie au centre de la paume de ma main. Oui, Je ne le sais pas, mais pour le shutsu, tel endroit représente telle partie du corps. oui. Comment se fait-il que, en faisant ça sans y mettre d'attention, ça ne me fasse rien, alors que quand je mets l'intention du shutsu, cela réalise justement un rééquilibrage, une régénération ou autre? Parce que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, le Shutsu est une technique d'urgence. Donc si vous avez une épaule bloquée et que vous appuyez sur la zone, vous allez ressentir les flux qui vont circuler dans votre épaule en appuyant sur la main.
Maintenant, si vous n'avez mal nulle part, eh bien, il va rien se passer. Le D'accord. principe de l'énergétique, c'est comme un verre d'eau. Quand il est vide, on le remplit. Mais le contenant ne peut pas contenir plus que le contenu. Donc c'est pareil en acupuncture. Il y a une innocuité totale. Si on est à côté du point, bah, il va rien se passer, de toute façon. Donc voilà, c'est ça D'accord. l'avantage. D'accord, je vois parfaitement. Je vous propose, Sandrine Félix, le premier espace promotionnel de cette émission, santé et spiritualité. C'est Sandrine Félix qui anime aujourd'hui cette émission santé et spiritualité. Pour la joindre, un numéro de téléphone, c'est le 06 60 58 39 77. Je répète, 06 60 58 39 77. Il y a aussi un site internet sur lequel vous retrouverez toutes les informations que je vais vous donner. C'est le www.spiral-énergie.fr. C'est au singulier, spiral-énergie.fr. Et puis notez aussi plusieurs rendez-vous. Ce sont des formations au Shutsu qui auront lieu le 18 et 19 octobre 2014. Oui, je sais, c'est loin, mais il faut prévoir. 18 et 19 octobre 2014. Deuxième séminaire les 24 et 25 janvier 2015. Le troisième aura lieu le 7 et 8 mars 2015. Et le quatrième, le 6 et 7 juin 2015. Ça se passera à Paris, bien sûr, et cette formation a lieu dans le cadre du CERS, CERS, dont nous reparlerons dans quelques instants, le CERS TA, dont nous reparlerons dans quelques instants. Sandrine Félix nous expliquera exactement ce que c'est. Et puis, je vous précise que Sandrine Félix offre un bilan énergétique complet à tous les auditeurs de la radio. Pour cela, il suffit évidemment de la joindre. Vous savez tout, et si vous n'avez pas tout noté, il y a spiral-énergie.fr. Fin de ce premier espace promotionnel. Nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité. Je vous rappelle, d'ailleurs on en a déjà longuement parlé tout à l'heure, mais qu'il y aura une conférence, un atelier conférence dans les locaux de la radio. Ce soir, atelier conférence animé par Sandrine Félix. On en reparlera en fin d'émission. Juste avant de rentrer, Sandrine, dans le premier plan physique, le module numéro 1 du Shutsu, enfin de revenir un peu sur 2-3 choses qui ont déjà été dites. Je vais vous demander juste de nous présenter, j'en parlais là pour les formations, le CERS, le CERS, c'est quoi exactement ? Tout à fait, c'est le Centre d'études et de recherche en sympathicothérapie et en techniques alternatives. Donc c'est une école qui est présidée par le professeur Daniel Bobin et qui enseigne toutes les techniques qui permettent justement de travailler au niveau de l'énergétique, du mécanique, du fonctionnel, de la médecine quantique et du Shutsu en l'occurrence. Et c'est au sein de cette école que j'enseigne le Shutsu. Voilà. C'est une école qui n'est pas à Paris, mais la formation elle aura lieu à Paris. Alors, exceptionnellement, effectivement, nous ferons les formations à Paris et ça se fera Porte d'Italie. Voilà, vous aurez tous les détails ultérieurement. Mais les places sont limitées et c'est surtout pour cette raison qu'on communique Autant en avance, parce que malheureusement, il y a eu énormément de demandes et là, les premiers arrivés seront les premiers servis. Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire en octobre prochain, c'est largement temps. Là, vous êtes tranquille sur le planning. Ça donne l'opportunité de se préparer au niveau des vacances, justement, et voilà, pour pouvoir prévoir bien à l'avance. Il faut être organisé. Sandrine Félix, merci pour ces précisions. Nous retournons au Shutsu et nous allons parler pour commencer du plan physique.
première question d'abord, avant de parler du plan physique, on sait à quoi sert le Shutsu, en tout cas dans sa globalité, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous nous avez aussi présenté la méthode. Est-ce que tout le monde peut utiliser cette méthode et la pratiquer et l'utiliser? Est-ce qu'il y a des limites ou pas? Alors effectivement, tout le monde peut la pratiquer. Tout le monde. Pour la bonne et simple raison que on n'en a pas encore parlé sur cette émission, mais on en a parlé ultérieurement avec d'autres auditeurs. J'ai créé plusieurs jeux qui sont des jeux, des outils pédagogiques pour apprendre cette technique. Et c'est destiné aussi bien aux adultes qu'aux enfants. C'est des outils très ludiques qui passent par le biais de jeux de cartes qui permettent d'avoir accès à cet outil d'une manière très simple, très vulgarisée en l'occurrence. Voilà. Donc tout le monde peut l'utiliser sans aucun souci. Sans aucun souci, D'accord. puisqu'on n'est pas sur des organes vitaux et que c'est très simple d'accès et c'est très illustré, en l'occurrence, par rapport au biais que l'on a utilisé pour vulgariser la méthode. Alors, le plan physique. Le plan physique, Sandrine Félix, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, sur le plan physique, on va travailler C'est sur... ce dont on parlait tout à l'heure, les doigts, Oui, on va travailler sur tout ce qui va être fonctionnel, tout ce qui va être organique, et on va travailler effectivement au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau des doigts, au niveau du crâne, au niveau de différents accès qui vont être au niveau du corps. Et on va faire le lien entre le corps et entre la main, le pied. Tout dépendra la zone de résonance pour laquelle on optera de travailler sur le son en question. Il y a des zones qui vont être beaucoup plus disposées à travailler sur des zones que d'autres. En l'occurrence, je pense à tout le système osseo-articulaire. C'est beaucoup plus simple de travailler sur le doigt. C'est la raison pour laquelle j'ai mis le système digital aujourd'hui en présentation, parce que c'est beaucoup plus simple de travailler juste sur un doigt. D'autant plus que ce système-là, il est reporté sur chaque doigt. C'est-à-dire qu'on peut le faire indépendamment de la main et indépendamment du doigt en question, que ce soit l'index ou l'auriculaire, il s'agit exactement du même système. Donc c'est très très simple d'accès. Je précise à nos auditeurs, Sandrine Félix, qu'ils peuvent intervenir lorsqu'ils le souhaitent pour vous poser des questions. Tout à fait. Ils sont les bienvenus. Oui. C'est le 08 92 23 95 20. Juste avant que vous continuiez, est-il possible qu'une personne, je suis en train de regarder le graphique, qu'une personne soit insensible et que les mains ne réagissent pas au shutsu et que ce ne soit que les pieds, et l'inverse aussi, que ne soit que les pieds et pas les mains? Ou est-ce qu'on peut dire que chaque personne a sur les mains et sur les pieds la possibilité de cette pratique? Oui, oui, oui. Et vous verrez Oui que... à quoi? Oui, Vous verrez, c'est... c'est oui à tout, j'ai envie de dire, parce que vous verrez que quand vous allez pratiquer cela, vous avez forcément une sensibilité, forcément une perception. Et quand on va être sur une zone qui est en déséquilibre, ce sera encore plus sensible. On ressent et on perçoit effectivement les troubles dans le corps, tout comme on les perçoit lorsqu'on les ressent à l'intérieur de notre corps, on les reçoit et on les perçoit au niveau du prisme que l'on aura choisi, que ce soit dans la main, le pied ou le doigt. Alors pour revenir en l'occurrence au prisme digital, donc le système digital, ça va être sur le doigt. Donc la phalange distale, celle qui est le plus à distance de la paume de la main. Donc la première séquence, ça va reprendre tout ce qui va être au niveau de la tête. Donc là, on va voir tous les organes des sens, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. Et on va avoir sur la deuxième phalange, qu'on appelle la phalange médiane, qui est au milieu, on va avoir tout le système respiratoire, les poumons et le cœur. Et la phalange proximale, qui est la dernière, qui est celle qui est la phalange de flexion, la plus proche de la paume de la main, elle arrive déjà même dans la paume, puisqu'on se réfère à la flexion du doigt. Et bien là, on va avoir tout le système digestif, tout ce qui va se trouver sous le diaphragme, sous l'appareil respiratoire. Et donc là, on va être plutôt sur le fonctionnel, sur l'organique. Voilà. Et après, donc, on en a parlé également tout à l'heure, au niveau latéral, on va avoir les membres supérieurs qui vont se positionner au niveau de l'axe de la phalange distale et de la phalange médiane, et les membres inférieurs qui vont être dans l'axe de la médiane jusqu'au bout, en fait, et de la proximale. Voilà.
Je vais vous demander de vous souvenir de l'endroit où vous êtes arrêté, Sandrine Félix, car il y a Guy qui souhaite vous poser une question. Je rappelle le numéro de téléphone qu'il a composé, c'est le 08 92 23 95 20. Guy, bonsoir. Oui, bonsoir Guy. à tous les deux. Bonsoir Guy. Voilà, moi je vous appelle pour vous poser la question suivante. Je voulais savoir si, en étant porteur d'implants, les lignes d'énergie sont perturbées et si vous avez pu constater que, aux pratiques, au contraire, les choses fonctionnaient en dépit des implants que pouvaient porter les personnes avec qui vous avez eu des soins. Voilà, donc ça c'était ma première question. Alors, il y a plusieurs types d'implants, les implants dentaires, capillaires, au niveau du cœur. Enfin, vous parlez de quel implant? Oui, j'ai pas spécifié d'implant dentaire, j'ai peut-être pas dit implant dentaire. En fait, tout ce qui pouvait perturber les énergies, à savoir aussi les implants, mais en peut-être zircone, aussi etc. les prothèses des hanches. Oui, c'est à cela. Oui, vous pensez à cela, tout à fait. Oui. Alors tout ça sont effectivement des informations extérieures qui entrent dans le corps. Déjà, ne serait-ce que ça perturbe le fonctionnement du corps. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur le sujet. Oui, bien sûr. Il n'y a rien de très naturel là-dedans. Donc, le Shutsu, au contraire, va permettre de réguler les troubles énergétiques qui peuvent être liés au rejet de cela. Parce que souvent, comme vous le savez, il y a des rejets de tout ce qui est extérieur. Il y a une période d'adaptation où le corps va accepter ou rejeter, en l'occurrence, ce qui est intrus, qui est considéré comme un intrus. Que ce soit une prothèse, que ce soit un implant ou autre. Donc non, au contraire, le corps, à partir du moment où on va agir au niveau de la régulation des énergies, au contraire, il va tout faire pour stabiliser l'énergie dans le corps. C'est la recherche de l'homéostasie, c'est la régulation. D'accord. Bien, donc il y a quelque chose à faire éventuellement. Ah oui, il y a tout à fait quelque chose à faire. D'ailleurs, c'est indiqué et il se trouve qu'en dentisterie, c'est tout à fait utilisé, notamment pour les douleurs dentaires. Et là, on va travailler précisément au niveau du pourtour de l'ongle où on a tout le référencement de chaque dent. Et moi, je travaille beaucoup justement avec des personnes qui ont des troubles au niveau d'implants ou de couronnes, des choses qui n'ont pas tenu ou des douleurs aussi liées aux interférences par rapport aux amalgames en bouche. Et comme vous le savez, aujourd'hui, au niveau de tout cela, on n'est pas très bien servi parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tous les dentistes vous le diront, ils n'ont pas trop le moyen de faire autrement parce qu'on a beau se dire on va pas mettre de plombage, on va mettre ceci, on va mettre cela, mais aujourd'hui, ils utilisent des cols qui sont pas terribles non plus et c'est très, les effets sont délétères. Oui. Des cols qui sont à base de résine, des résines qui sont forcément, pas forcément, mais parfois à deux composants. Donc, tout à fait. Ah bah tout ça, c'est pas très positif, de toute façon, vous en conviendrez. Non, c'est clair. Donc voilà, alors effectivement, il y a une capacité à travailler en Shutsu avec la détoxination, notamment, on utilise beaucoup l'amoxibustion. L'amoxibustion, on travaille avec des bâtonnets d'armoise. L'armoise, c'est une plante thérapeutique qui va avoir plusieurs actions, qui va dans un premier temps permettre au corps de drainer, de détoxiner, d'évacuer. Donc elle va capter et elle va drainer la zone en question et ensuite elle va réinformer. Et là, elle va rééquilibrer la zone. Donc on utilise cela, mais on utilise encore d'autres informations. En l'occurrence, moi je travaille beaucoup avec les fréquences, puisque je travaille beaucoup en quantique. Et le propre du Shutsu, c'est d'avoir mis en place le quantique dans cette intégration de rééquilibrage. Et je vais travailler avec la LED thérapie, puisque chaque couleur a une fréquence qui lui est propre et qui va permettre par sa résonance d'avoir un flux et un influx très particulier. Donc en l'occurrence, la couleur... et puis également la couleur elle-même, parce qu'avec les petits, je travaille avec des feutres lavables, où là, je vais leur faire des points en couleur sur les zones. Et on a énormément de résultats avec la couleur. Un rééquilibrage en Shutsu avec la couleur, ça tient pendant 5 heures. Donc quand un enfant est vraiment dans une douleur, une rage de dents, c'est super, parce que là, la maman peut, après, à la maison, continuer le soin qu'on aura fait avec la LED thérapie. Et on peut travailler également avec toutes les fréquences, en fait,
qui correspondent aussi aux graines et aux formes. Parce que en gémothérapie, les graines vont avoir aussi la possibilité de capter et de se charger de tous les effets délétères qui vont être entrés dans le corps. En l'occurrence, je pense aux amalgames, je pense aux anesthésies, je pense à tous ces Oui. produits-là qui vont rentrer dans le derme, dans l'épiderme, enfin très en profondeur au niveau de la peau. Voilà Guy. Bien. D'accord, je Voilà. vous remercie pour toutes Je vous ces en prie. précisions. Bonne Merci soirée. Guy. Bonne soirée Bonne Guy. soirée à Au vous. revoir, merci pour ta question. Et vous pouvez continuer vous-même à poser vos questions à Sandrine Félix au 08 92 23 95 20. Et nous avons Bruno qui nous a joint. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bruno. En fait, ma question, ça correspond en fait à un élément qui serait dominant, comme le bois en fait. Oui. Comment se réguler finalement quand on a un élément comme ça qui est prédominant dans son énergie en fait. Tout à fait, c'est une excellente question. C'est la raison pour laquelle j'offre à tous les auditeurs un bilan énergétique pour identifier quel est leur élément prédominant et quels effets vont être consécutifs à cela. Parce que comme vous l'avez compris, si un élément est dominant, son opposé est forcément déficient. Et en l'occurrence, comme il s'agit d'un cycle énergétique qui va avoir différents axes, il va y avoir des cycles qui vont ont attrait à une circulation en dextrogire, qui est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est un cycle de dynamisation, un cycle d'engendrement, puis aussi un autre cycle qui va être plutôt, là je parle du cycle co, qui va être destructeur. C'est un cycle qui va dans une autre forme d'expression. Donc c'est pas aussi simple que cela. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. En l'occurrence, lorsqu'on a un excès au niveau d'une énergie, là on vient de parler du mécanique, du fonctionnel. Le deuxième niveau, c'est l'énergétique. Le deuxième niveau, c'est effectivement les méridiens. Donc en l'occurrence, là, on va aller travailler directement sur le méridien concerné et on va réguler le flux énergétique. Tout simplement. D'accord. Voilà. Donc effectivement, on peut l'identifier, c'est ça l'avantage avec le Shutsu, et surtout on peut le réguler très rapidement et très simplement, puisqu'on va pouvoir utiliser le rééquilibrage sur les méridiens concernés avec une graine, avec un stylet, avec un aimant. On peut travailler également en magnétothérapie. Donc après, moi j'ai plein d'outils à ma disposition. Donc moi je vous invite, Guy et vous-même Bruno, à participer à l'atelier au moins de ce soir, si vous voulez en savoir davantage. Et vous verrez qu'avec tous les outils que l'on utilise, on a un axe, une palette vraiment très achalandée qui nous permet d'avoir plusieurs alternatives en fait d'une personne à l'autre. On peut même utiliser des huiles essentielles, on peut travailler en lithothérapie, en gémothérapie. C'est vraiment très varié. Ça reprend la médecine traditionnelle holistique aujourd'hui. Voilà. Très bien, je vous remercie. J'ai une image par rapport à ce que vous m'avez donné en fait comme information. C'est comme si on faisait un tableau finalement avec différentes couleurs. Exactement. C'est très bien imaginé. Vous êtes un artiste, Bruno. Merci Bruno, merci pour ta question. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir Bruno. Et nous avons Alex qui est avec nous. Bonsoir Alex. Bonsoir. Bonsoir Alex. J'avais une question concernant le Shutsu par rapport à l'application sur les enfants autistes. Est-ce que vous avez déjà eu Alors oui, affaires tout à fait. C'est une très bonne question. Il se trouve que j'ai effectivement eu quelques enfants en soins et j'ai utilisé le Shutsu. Alors déjà, il y a un préambule parce qu'il faut commencer à créer le contact avec un enfant autiste. C'est très différent d'avec un autre enfant. Et effectivement, je pense à deux enfants, en l'occurrence, dont un qui était beaucoup dans la violence, qui avait une difficulté effectivement dans sa communication, qui est devenu beaucoup plus calme et qui est beaucoup plus demandeur. D'ailleurs, il demande les séances aujourd'hui à sa maman. Et il est dans la capacité effectivement de faire les choses, de vouloir les faire. Donc il y a une autre forme de communication qui peut se mettre en place. Ça dépend le degré aussi. Il y en a d'autres qui communiquent beaucoup moins. Ça dépend effectivement le degré, la forme d'expression
Et puis l'âge de l'enfant, ça dépend de beaucoup de choses, comme pour toute expression de déséquilibre. Mais effectivement, il y a une possibilité, tout à fait. Voilà, D'accord, ok. voilà Merci Alex. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. On fait vite avec toi parce que ton téléphone marche très très mal. Il y a quelque chose qui m'a étonné dans la réponse que vous avez apportée à Alex, Sandrine Félix. Vous disiez c'est plus compliqué parce qu'on parlait d'un enfant autiste parce qu'il faut créer le contact. Oui, Mais comme on parle d'énergie, il y a vraiment un contact à créer avec la personne? oui, quand vous voulez toucher quelqu'un, vous approchez pas un enfant autiste D'accord, comme ça, c'est de hein. ça dont vous parliez. C'est Ah de non, ça, non, d'accord. moi Non, je parle de parce que pour ça. moi, créer le compte, voilà, Non, non, je parle de ça. On ne peut pas D'accord, toucher un enfant on autiste est comme d'accord. ça. Je vous assure que c'est quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Bon, ça, de ce sujet-là, ok. voilà, À c'est tout. contact, j'avais pas compris le Non, non, contact moi je physique. vous parle du contact physique. Déjà, il y a un premier contact Hmm. à avoir avec lui. Il faut vraiment que ce soit un contact qui soit encadré dans un premier temps avec les deux parents, et j'insiste là-dessus. Et ensuite de ça, il y a un contact avec l'enfant. Et ça, ce contact avec l'enfant, il faut créer le lien pour qu'il se fasse seul. Aujourd'hui, les séances, en l'occurrence, auxquelles je fais allusion, sont des séances qui se passent entre eux et moi. Et ensuite, le parent peut intervenir par la suite. Il y a toujours un échange après. Mais effectivement, on a de meilleurs résultats quand ça se fait seul à seul avec l'enfant. Parce que là, il s'ouvre davantage. D'accord. Oui, parce que le parent il y a une incidence aussi par rapport à cette problématique. Voilà. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où vous êtes arrêté lors de l'appel du premier auditeur, Sandrine Félix? Eh bien, nous parlions du physique, il me semble. Pas mal, parce que moi je répondais au téléphone, je me suis dit, il faut absolument qu'elle se Bien souvienne de l'endroit sûr. pile où elle s'est arrêtée. Tout à fait. Eh bien, justement, d'ailleurs, en l'occurrence, Alex m'avait posé une question, enfin, juste après Guy, il y a eu Olivier, il y a eu, pardon, là, il faudra qu'il me pardonne. Bruno, je crois. Mhm. Paul, peut-être, non? Non, je Non, pense il n'y a que pas ça eu de devait être Paul Bruno, il aujourd'hui, n'y avait non. pas de Paul. Bon, Il y a en tout cas, il Bruno, faudra Guy, qu'il me allez. pardonne par rapport à son prénom, parce que malheureusement, j'ai pas tous les prénoms sous les yeux. Et je vais donner une réponse, justement, parce qu'on parlait d'énergétique. J'avais commencé à présenter le niveau énergétique. Voilà. Donc il y a plusieurs niveaux et je disais que le premier c'était donc le physique, le mécanique, l'organique, hein, tout ce qui était fonctionnel. Et effectivement, on va travailler toujours sur les mains, sur les pieds. Deuxième niveau, ça va être l'énergétique et là, on va travailler sur les flux, donc plus sur la circulation des énergies et en l'occurrence par le biais des méridiens. Et donc, au niveau des méridiens, eh bien, ce sera beaucoup plus simple qu'en médecine traditionnelle chinoise, où là, on va avoir tous les méridiens au niveau du corps, qui sont très longs, qui sont beaucoup plus complexes. Là, ça va se positionner au niveau des doigts. On va retrouver les méridiens uniquement en travaillant sur deux doigts. En travaillant sur le doigt qui correspond à un bras, en l'occurrence l'index, et en travaillant sur le doigt qui correspond à une jambe, en l'occurrence le majeur. Donc pour les personnes qui ont l'image, donc là au niveau de l'index, ça correspond au bras, les deux bras, et au milieu, au niveau du majeur, on va avoir le majeur et l'annulaire correspondent aux deux jambes par rapport à une main. Donc en l'occurrence, quand on va vouloir travailler sur des méridiens, eh bien au lieu de retravailler sur tout le corps, il suffit de travailler dans la main, sur l'index, pour les méridiens qui passent dans le haut du corps au niveau des bras, et pour le majeur, pour travailler sur les méridiens qui passent au niveau du bas du corps, au niveau des jambes, tout simplement. Donc ça, en tout cas, c'est déjà le niveau 2 de la formation que l'on a évoqué tout à l'heure. Donc là, on a largement eu le temps d'appréhender le niveau 1 au niveau mécanique. On sait déjà où se trouvent toutes les zones de résonance au niveau du corps. Et quand on aborde le niveau 2 au niveau des méridiens, c'est très simple en fait, parce qu'il n'y a que ça à retenir. Voilà. Je vous arrête encore. Il va Oui. falloir vous souvenir de là où vous en étiez, car Nicole est avec nous. Nicole, bonsoir. Bonsoir Nicole. Oui, bonsoir. Chantal, donc je voulais déjà je vous remercie d'être là parmi nous apprendre des nouvelles choses que je ne connais pas du tout. Et en fait, c'est quoi le bilan énergétique que vous proposez? Ah, c'est une très bonne question.
Alors, le bilan énergétique que je propose, en fait, c'est la possibilité d'identifier les troubles énergétiques dans tous les méridiens qui parcourent votre corps pour répondre un petit peu à une question qui a été posée précédemment par un auditeur, qui permet de voir si vous avez une prédisposition sur une énergie plutôt qu'une autre. Et effectivement, si c'est le cas, ça implique nécessairement qu'en face, il y ait une déficience. Et déficience ou énergie implique qu'il y ait un dysfonctionnement. Parce que je l'ai expliqué également précédemment, tout ce qui est en excès d'énergie, ça va être de l'hyperfonction, de l'irritation, de l'inflammation. Et en l'occurrence, cet effet-là, dans le temps, lorsqu'il se polarise, va affaiblir le corps. Ça va créer des troubles fonctionnels, des troubles émotionnels, des troubles d'énergie où on est même fatigué et on n'est plus du tout enclin à se rééquilibrer soi-même. Donc il y a un vide total. Et là, on a une difficulté. Donc en l'occurrence, il faut rééquilibrer l'énergie opposée. Sachant que toutes les énergies sont liées entre elles par le cycle énergétique qui est un cycle saisonnier, mais également par un autre cycle qu'on appelle l'horloge circadienne, qui est un cycle bioénergétique horaire. Donc pendant 24 heures, vous allez avoir des couples d'organes qui fonctionnent ensemble. Et donc si ces couples sont déséquilibrés, il va y avoir une incidence et une résonance sur les séquences qui vont suivre le cycle. Oui, d'accord, mais c'est pas simple, hein. Ça paraît simple au départ. Mais En fait, c'est simple quand on commence à s'y intéresser et que, par exemple, si on fait la formation, on rentre dans les détails. Il faut, si vous voulez, on parle d'énergétique, c'est très abstrait. Pour parler d'énergétique, déjà, quand on est en atelier, on se voit, je vous montre les outils et vous pouvez visualiser. Là, on parle, c'est pas facile en étant à l'antenne de vous parler d'énergie sans vous montrer le cycle des énergies. Alors, si vous êtes sur Internet et que vous avez la webcam, le cycle des énergies, je le montre sur la webcam, il est sous vos yeux. Donc, je parlais de ce cycle-là énergétique, voyez. Donc, il tourne dans ce sens-là. Et vous avez la possibilité de réguler. Et maintenant, concernant le cycle horaire, je parlais du cycle circadien, qui est celui-ci, où vous avez encore des couples d'organes qui vont s'articuler en fonction des heures, en fonction des heures et des expressions des énergies. Voilà. Mais là, quand vous dites bilan énergétique, c'est pas par rapport à une personne proprement dit. Là, Si, le bilan énergétique que je propose, c'est une séance en fait, où je vous propose de vous faire un bilan sur tous les points. Ce sont des points d'acupuncture, en l'occurrence, ce sera les points au niveau palmaire et plantaire, pour voir s'il y a des excès ou des déficiences d'énergie. Et dans ce bilan, je fais une analyse où je vous dis à quoi sont dus ces déséquilibres, au niveau physique, au niveau psychologique et au niveau énergétique. Parce que, évidemment, les déséquilibres vont avoir une incidence. Donc, je vous explique pourquoi vous êtes en déséquilibre, à quoi ils correspondent et comment ils interfèrent les uns par rapport aux autres. Donc, c'est un décodage complet de votre signature énergétique, en fait. Ça vous permet de voir où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment des troubles au niveau du corps? Est-ce que vous avez des troubles au niveau de l'énergie? Est-ce que vous avez même des symptômes? Ça permet de tout décoder. C'est un décodage complet. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Dans ces cas-là, alors, parce que j'ai pas très bien compris. Oui, il faut prendre rendez-vous. C'est sur rendez-vous et c'est offert pour tous les auditeurs de la radio. Voilà, c'est sur rendez-vous. Voilà, Nicole. Voilà. Merci. Et je vous invite vraiment à le faire. Vous allez voir, c'est très précieux comme information. Oui. Donc, il faut vous téléphoner, en fait. Ah oui, il faut me téléphoner, c'est sur rendez-vous. J'étais en voiture, j'ai pas noté le numéro. Ah, on va vous redonner les informations dans un instant au niveau de la pub. On va redonner ça à 18h30 et à 19h. Ah d'accord. Ah bah ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Prenez un stylo, Nicole. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Nicole, bonne soirée. Et justement, plutôt que de reprendre le chapitre pour une minute, je propose qu'on le fasse maintenant, cet espace promotionnel. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur le 95.2. C'est l'émission Santé et Spiritualité. Elle est animée aujourd'hui par Sandrine Félix, second espace promotionnel. C'est Sandrine Félix qui anime aujourd'hui ce magazine Santé et Spiritualité. Pour la joindre, un numéro de téléphone, c'est le 06 60 58 39 77. Je répète, 06 60 58 39
77. Il y a aussi un site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations que je vais vous donner dans quelques instants, et puis beaucoup d'informations concernant le Shutsu. C'est spiral-énergie.fr, au singulier donc, spiral-énergie.fr. Notez aussi, et on l'a dit à l'instant, qu'un bilan énergétique complet est offert aux auditeurs de la radio. Enfin, il y a plusieurs rendez-vous, des formations au Shutsu qui auront lieu. Alors, le premier séminaire aura lieu le 18 et 19 octobre 2014, le second le 24 et 25 janvier 2015, le troisième le 7 et 8 mars 2015, et le quatrième le 6 et 7 juin 2015. Toutes les informations, c'est sur spiral-énergie.fr. Fin de ce second espace promotionnel. Juste avant qu'on ne reprenne cette antenne, Sandrine Félix, sur les formations, une formation se suffit en elle-même ou est-ce qu'elles sont toutes à suivre ? Alors, ce sont des formations volontairement, je les ai faites thématiques. Mhm. Et sur chaque formation, c'est quelque chose qui est tout à fait innovant. J'ai créé un jeu et un livre d'accompagnement de ce jeu. Donc, c'est très pédagogique, très ludique. Donc, voilà, ça, ce sera édité à la rentrée. Oui, c'est ça. Donc, on en Hein. reparlera On en avec parlera, ouais. notre éditeur qui s'occupe de tout ça. Voilà. Très bien. Alors, reprenons le cours de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs qui sont plein de questions aujourd'hui, qui sont toujours les bienvenus pour intervenir. 08 92 23 95 20. Et on va continuer. On va peut-être... Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas dit beaucoup du plan physique, mais en même temps, il nous reste encore le plan énergétique, le plan émotionnel, le plan mental, et il nous reste moins de 30 minutes. Donc, je suis en train de me dire qu'il va falloir faire quelques raccourcis et jouer un petit peu avec le temps. Je vous laisse donc choisir le prochain thème ou finir celui que vous étiez en train de traiter. C'est vous qui choisissez, Sandrine Félix. Et je pense qu'on a largement expliqué le plan physique et Mhm. mécanique. On a abordé également le plan énergétique. Tout à fait. Je pense que maintenant, on va effectivement pouvoir faire comme on a dit, c'est-à-dire aborder le plan émotionnel, hein, qui est le troisième plan, le troisième niveau sur lequel on va pouvoir agir. Donc effectivement, quand quelqu'un va avoir un déséquilibre au niveau fonctionnel, souvent, très vite, hein, ça va se passer au niveau de l'émotionnel, pour la simple et bonne raison qu'il va y avoir une incidence à un moment donné. Quand on est bloqué et qu'on est dans la douleur et qu'on ne sait pas comment faire, au bout d'un moment, ça commence très vite à nous peser, émotionnellement parlant. D'autant plus que si on n'a pas l'énergie, que ça ne circule plus et que c'est bloqué aussi au niveau des méridiens, on se trouve complètement démuni. Et il n'y a rien de pire que se sentir perdu dans son propre corps, ne plus avoir le pouvoir sur soi et être complètement perdu. Parce que on parcourt tout le cycle des émotions. On va être dans la première émotion qui est celle du printemps encore, donc la colère. On est en colère parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir, on ne comprend pas pourquoi. On est en colère parce qu'on n'arrive plus à faire les choses comme avant. Parce qu'on peut être bloqué au niveau de la mobilité ou parce qu'on peut être dans une douleur telle que ça nous empêche aussi de faire les choses qu'on avait envie ou l'habitude de faire. Et puis après, on perd le sens, le goût de la vie, on n'a plus envie, on n'a plus beaucoup de joie intérieure, on se sent pas forcément bien à ce niveau-là, donc on est complètement insatisfait. Et on devient de plus en plus anxieux parce que on se dit mais comment je vais faire pour m'en sortir? Qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Qu'est-ce que je peux faire? Puis ça nous rend triste parce que on commence par baisser les bras, on n'a plus la volonté d'être dans l'action. Et puis on se retrouve confronté à toutes ces peurs. Et si je peux plus faire ci, et si je peux plus faire ça, donc mais je suis perdue, je sers plus à rien. Et on a peur des autres, on veut plus sortir, on veut plus se montrer, on a peur de soi, on a peur de beaucoup de choses. Donc là, on vient de revisiter tout le cycle des émotions, en fait, des différentes émotions, des 6 émotions fondamentales de l'être, dans les déséquilibres énergétiques.
Donc là, le troisième niveau nous permet d'agir sur le rééquilibrage de ces émotions. Et là, on va passer par le biais des chakras. Chakra, ça veut dire roue en sanskrit. Et ces roues-là, ces roues énergétiques, sont des roues qui vont être au niveau du centre du corps. Et d'ailleurs, ce sont de ces roues que vont sortir les méridiens, s'exprimer les méridiens. Les méridiens sont bilatéraux, on va les retrouver aussi bien du côté gauche que du côté droit. Et ils sortent au niveau des chakras. On appelle d'ailleurs un chakra une pieuvre aussi. Et le chakra, eh bien, lorsqu'il ne circule pas correctement, eh bien, ça va créer des troubles au niveau fonctionnel, émotionnel et même énergétique, du coup, puisqu'il est relié au méridien. Et aussi au niveau de l'organe concerné. Donc, l'idée, c'est d'avoir la capacité d'identifier le déséquilibre pour les réguler. Et c'est très intéressant de voir que lorsqu'on agit, d'où l'importance de ce fameux bilan énergétique, sur les méridiens, sur l'énergie, eh bien au niveau du chakra déjà on a commencé à bien avancer. Après évidemment au niveau de l'émotionnel, on est toujours en réaction par rapport à l'environnement, par rapport aux événements. Mais il n'empêche que quelqu'un qui se reçoit un toit sur la tête et qui est équilibré énergétiquement aura plus la force et la dynamique de rebondir que quelqu'un qui est déjà fatigué et qui n'a plus la force. Parce que là, ce sera la goutte d'eau qui aura fait déborder le vase. Alors que si on est déjà bien rééquilibré, ben on se dira, bon, allez, je me relève. Et puis j'ai la force de le faire, donc j'y vais. Donc on appréhende les choses très différemment lorsqu'on est équilibré au niveau de ses émotions. On se sent plus fort. On se sent, le mot est juste, on se sent équilibré. Et c'est très important d'être équilibré dans ses émotions. Parce qu'on est moins déstabilisé par l'environnement, même si l'environnement est toujours aussi déséquilibré autour, eh bien on voit les choses différemment. Ce qui est important de prendre en considération, c'est surtout notre façon de voir les choses. On va à un moment donné, lorsqu'on n'est pas bien, eh bien quand on regarde par la fenêtre, on aura tendance à regarder par terre. Et puis et encore, on n'est même pas sûr de regarder quelque chose. Le regard est vide. Lorsque on a une pêche du feu de Dieu, ben là on va regarder vers les étoiles, on va regarder plus haut, on va regarder les oiseaux qui s'envolent, on va regarder les petits écureuils qui sautent dans les branches. Et quand on est bien équilibré, on est loin à l'horizon. Et ça trace tout droit et on voit très très loin, on est dans la perspective, on est dans l'intention, on est dans les projets, on est dans la projection, très très loin devant. Et c'est de cela dont il s'agit. Donc derrière la fenêtre, on peut être à trois à regarder derrière la même fenêtre, on va pas voir la même chose. Parce que on est dans des dispositions différentes, on est dans des énergies différentes, et peut-être qu'au niveau des émotions, on n'a pas tous la même émotion qui nous traverse, on vit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas la même façon d'appréhender les choses. Donc ce qui est important, c'est en tout cas de nous donner les mêmes capacités d'appréhender l'expérience. Parce que l'expérience, je pense notamment à l'expérience ultime, on est tous à un moment donné confrontés à l'expérience de la perte d'un être cher. C'est la fin du cycle, c'est la mort. Mais qu'est-ce que la mort? La mort, déjà et d'une, ça arrive sans prévenir. On peut être confronté à cette expérience à l'âge de 2 ans, en perdant un parent, en perdant un proche, à l'âge de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 90 ans. C'est pas une question d'âge. Et c'est pas une question de maturité. On va tous s'y retrouver et on s'y est tous retrouvés, confrontés à cette expérience. Donc c'est quelque chose dont on peut parler, où tout le monde peut se retrouver. Il n'empêche que quand on se retrouve confronté à cette expérience, qui est une expérience de séparation ultime, ce qui nous déséquilibre, ce qui fait que nos chakras se déséquilibrent, ce qui fait que notre émotion bascule, c'est pas tant le fait de l'expérience elle-même, c'est surtout l'idée que l'on s'en fait. C'est surtout notre vision de la chose. Qu'est-ce que l'on met derrière ce mot-là, ce gros mot? La mort, c'est pas la fin en soi. Après, chacun va avoir ses croyances, chacun va avoir son expérience et chacun va avoir sa capacité de voir la chose. Mais quand on est dans cette disposition, dans cette ouverture à se dire, ok,
c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. Et qu'on décide de redonner un sens et de rebondir sur une situation, aussi douloureuse soit-elle, eh bien ça nous permet de réguler notre environnement. C'est évident que quelqu'un qui est déjà fatigué, qui est déjà malade, qui n'a pas d'énergie et qui se retrouve confronté à une expérience comme celle-ci, c'est évident qu'il va basculer, qu'il va être très mal. Et c'est aussi évident à comprendre que quelqu'un qui a l'énergie, qui a la puissance, la force en lui et qui se sent équilibré, va mieux vivre la chose. Il sera plus enclin à dire bon bah ok, t'inquiète, c'est moi qui m'occupe de ça, c'est moi qui vais prendre en charge. Il va être yang dans sa dynamique et il va pouvoir aider les autres autour de lui. Donc ce qui est important en fait, quelle que soit l'expérience qui va nous être donnée à surmonter, c'est surtout notre prédisposition à la comprendre, à y donner un sens et je dirais à la transcender, à lui donner le plus beau sens qui puisse être et lui trouver une raison puissante, positive, en se disant voilà, eh bien moi je décide que j'ai envie de rester connecté. Parce que ce qui nous dérange, ce qui nous fait peur, ce qui nous met en colère, ce qui nous rend insatisfaits, ce qui nous rend anxieux, c'est que on a l'impression qu'on ne sera plus en communication, qu'on a perdu la connexion. On peut se dire de la même manière, je décide de rester connecté. Parce qu'il y a toujours une partie de l'autre en moi et tout ce que j'ai vécu fait partie de moi. Et dans cette résonance, qui est une résonance de la vie, c'est le prisme même de la vie, c'est la résonance ultime et originelle. On a toujours cette capacité soi-même à décider d'être relié à ce qui nous a porté, ce qui nous a transporté. Et on peut toujours garder ce petit souvenir, ce petit lien qui fait que on peut continuer sur une énergie positive et équilibrée. C'est ça qui peut nous donner la force de continuer. C'est ça qui peut nous redonner l'essence, l'envie, la satisfaction, le désir. Et pour y donner aussi pour l'autre en disant ben voilà, je décide de faire ça. C'est un positionnement. On peut décider d'être dans ce yang ou dans ce yin, où là on est complètement effondré. Il n'y a pas un positionnement qui sera meilleur que l'autre, mais il y en a un qui va plus nous aider à continuer à avancer. Et on est destiné à avancer. Donc je parle tout naturellement de cela pour introduire le quatrième plan, le quatrième niveau qui va être le mental et le spirituel. Le mental et le spirituel, ça va être la capacité à conscientiser la chose, ça va être la capacité à être dans le discernement, c'est l'accès au trait mental. Par exemple, si on aspecte de nouveau le cycle de l'expression des énergies, la première émotion, on va en parler et on va en parler par opposition, c'est la colère. Et on a besoin de colère pour faire émerger quelque chose. C'est la colère qui va faire sortir la graine de la terre. C'est ce yang, cette expansion, cette force qui va créer la naissance. Et par opposition à la colère, le trait mental associé, ça va être l'originalité. On est souvent en colère par rapport à quelque chose d'extérieur, quelque chose qui... on pense que cette chose-là ne nous correspond pas parce qu'elle est trop différente de nous. Parce qu'elle va chercher en nous quelque chose qui nous titille. On va être en colère parce qu'il y en a un qui passe devant nous avec une crête rose et verte sur la tête. On se dit mais c'est pas possible, pourquoi il fait ça? Parce qu'on n'est pas dans la tolérance, parce qu'on est dans le jugement, parce qu'on n'a pas compris que l'expression dans l'identité propre de l'être, c'est la liberté. Lorsqu'on a dépassé cette colère, on est enclin à accepter l'originalité. L'originalité, c'est la différence, c'est le pardon. C'est la capacité de passer tout naturellement à l'émotion de la joie. On se sent bien, peu importe ce que l'autre a décidé de faire, et il a bien raison de le faire. Soyons qui on est, indépendamment du jugement de l'autre. Et c'est important d'assumer ces différences. On parle de ça pour trouver un exemple, pour l'illustrer, mais on est très différents. Et c'est lorsqu'on assume ces différences que, eh bien, on est dans quelque chose d'équilibré de ce point de vue-là. Maintenant, au niveau de la deuxième émotion, ça va être l'émotion de la joie. L'émotion de la joie, ça fait partie de l'élément feu, on en a parlé précédemment. On a la joie et on a la satisfaction pour l'ardeur. La joie, c'est la chaleur, et l'ardeur, ça va être la satisfaction. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on est dans la joie et dans la satisfaction? On est dans le rayonnement, on se sent bien, on est avec le sourire. C'est le sourire
Le sourire de l'âme, c'est l'épanouissement, c'est le bien-être. Et quand on est dans cette joie, on a le désir, on a envie de construire, on a envie de donner. Et on est aussi dans cette capacité d'être dans l'intention des choses. Cette intention, c'est le trait mental de la satisfaction, et ce désir, c'est le trait mental de la joie. Donc ça nous permet d'avancer, ça nous permet de créer, ça nous permet de faire les choses. Ça nous permet de trouver un équilibre au niveau de cet élément qui est l'élément du feu. Maintenant, quand on est dans l'élément de la terre, on va être dans l'énergie de l'humidité, on va être sur rate pour créer cet estomac, et là on va être sur l'anxiété. L'émotion qui s'y rattache, c'est l'anxiété. Quelqu'un qui est anxieux, il n'a pas accès à la conscience. Et la conscience, c'est le trait mental de l'anxiété. Plus on est anxieux parce qu'on ne réalise pas. L'anxiété, c'est le manque de confiance. C'est aussi une forme de peur. On a peur de rater, on ne sait pas, on n'est pas sûr. On ressasse les choses. Ça, c'est l'insécurité par excellence. Quelqu'un qui va être dans le lâcher-prise, qui va être dans un meilleur enracinement, puisqu'en l'occurrence la terre c'est l'enracinement, c'est vraiment l'ancrage, et bien à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va être dans la conscience. Il accède au trait mental de la conscience. Et la conscience donne naturellement accès à la réalisation. On réalise la chose. La conscience, c'est vraiment le mental absolu. C'est une ouverture, c'est une prise de conscience des réalités. Et quelqu'un qui a dépassé cela va passer de toute façon au niveau du cycle des énergies sur l'émotion de la tristesse, qui va être l'émotion qui se rattache à l'élément métal, qui va être l'expression de l'énergie de la sécheresse. En face de la sécheresse, le mental qui s'associe, ça va être la volonté. Tout le monde est capable de comprendre que quelqu'un qui est dans la tristesse, il va manquer à un moment donné de volonté. Si on est trop dans l'émotion, on ne peut pas être dans son mental associé. C'est-à-dire que on associe même cette tristesse souvent à une dépression. C'est une dépression. La tristesse, ça va être un manque d'énergie. Justement, on parlait tout à l'heure de l'excès d'énergie qui était yang, qui était plutôt feu, en face. Bah, là, par opposition, c'est un manque de feu. Donc, c'est quelqu'un qui va être complètement... D'ailleurs, le feu fait fondre le métal. Le métal, lui, va couper le bois. Vous voyez, il y a un autre cycle qui va être un cycle de destruction. On va appeler ça le cycle Ko en médecine traditionnelle chinoise. Puis, il y a un cycle d'engendrement. Est-ce qu'en fait... Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de notre comportement, on est de toute façon chahuté par tout ça au quotidien. Maintenant, quand on est dans la volonté, on peut dépasser cette tristesse. On reprend l'essence qui va nous porter, nous transporter, nous faire avancer, malgré tout, malgré l'expérience. C'est ça qui nous permet d'arriver. Alors après, la peur, c'est la dernière émotion du cycle. Ça fait partie de l'élément de l'eau et c'est l'expression du froid. Donc, le froid, c'est quand même tout ce qui est bloqué, souvenez-vous. Hein, c'est vraiment le blocage, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et donc là, on va être sur le rein, la vessie. Le rein, c'est aussi le chi, c'est l'énergie, mais ceci, c'est l'énergie de la peur quand même. Hein. Et donc là, on va être sur ce qui est le pendant de la peur, c'est la sagesse. Quelqu'un qui est dans la peur, déjà et d'une, il ne peut pas être dans l'amour inconditionnel. Et là, pour conclure par rapport à la spiritualité, on va y venir, mais pour donner la conscience de cela, on ne peut être dans la spiritualité que lorsqu'on dépasse ses peurs. Pourquoi on n'est pas dans la spiritualité? Parce qu'on a peur. On a peur de tout ce qui est différent, on n'y croit pas, on a peur de ça, ne sors pas s'il fait nuit, ne va pas là parce que ceci... Donc on se ferme des portes en étant dans la peur. On pense qu'il peut toujours arriver quelque chose, mais généralement quand on a peur, c'est un truc négatif qui risque de nous arriver, et pas un truc positif. Il faut bien comprendre une chose, c'est que dans les cycles des énergies, la peur, elle est en bas. Elle est le yin du yin. C'est vraiment le négatif du négatif dans la polarité, par opposition à l'ardeur, qui est le yang du yang dans le feu, qui est le positif du positif, qui correspondrait à l'apogée du mental, par opposition à l'apogée du corps, du physique. D'ailleurs, quand on est... on le voit, hein, quand on fait une séance en hypnose ou en sophrologie, quand on est dans le corps, on n'est pas dans le mental et inversement.
Donc on ne peut pas être dans les mêmes perceptions, dans les mêmes ressentis. Et en fait, dans cet axe, il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu, il passe aussi par la Terre. La Terre, elle passe au milieu, c'est la 5e saison, c'est le centre. C'est le centre en fait. C'est de cela que s'articulent d'ailleurs toutes les énergies. C'est par un bel ancrage, un bon centrage, qu'on finit par dépasser ses peurs. Et quand on dépasse sa peur, on accède au raisonnement, on se raisonne. Et c'est le discernement qui donne accès à la sagesse. Et le sage, il devient pas sage par hasard. Tous les grands sages, généralement, ils ont une expérience, ils ont une compréhension du sens rattaché à l'expérience. Le sage, c'est celui qui va avoir la capacité de transcender l'expérience, indépendamment de ce qu'il s'agisse. Et généralement, c'est dans les expériences les plus douloureuses, si je puis dire, physiquement, psychologiquement ou énergétiquement, qu'on va trouver le sens le plus fort, qui va nous permettre de rebondir. Donc, cette sagesse, elle s'acquiert au fil de ce cycle, au fil de l'expression de ses émotions, au fil de l'expression de ses énergies, et on va la retrouver dans toutes ces lectures, on va la retrouver dans les fondements de cette pyramide spatiale de l'être, au niveau du mécanique. Quelqu'un qui est bloqué sur le plan mécanique, il ne va pas pouvoir avancer réellement. C'est aussi la possibilité de se poser, de s'ancrer pour asseoir ses fondements, son enracinement. Ensuite, au niveau organique, il faut que les organes fonctionnent parfaitement pour que le corps soit enclin à donner le maximum de l'énergie. Ensuite, au deuxième niveau, une fois que tout ça est régulé, qu'il y a un bon mécanique, un bon organique, un bon mouvement, une bonne capacité de gérer cette dynamique, eh bien l'énergie circule. Et quand l'énergie circule, on ressent cette force. On ressent qu'au niveau des émotions, on se sent mieux, on a envie de faire les choses. On est dans la création. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est intervenu et qui est dans la création. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas posé n'importe quoi comme question et c'était très subtil. On n'est pas rentré dans les détails parce qu'on est à l'antenne, mais tout est dit. Il suffit d'entendre, de savoir écouter, de voir et de savoir regarder pour avoir cette subtilité. Il m'a parlé du vent. Le vent, c'est le mouvement. Et c'est aussi la renaissance, c'est l'essence. Et c'est la créativité, évidemment, il m'a dit à la fin, mais c'est comme un tableau. Oui, c'est un tableau, parce qu'il est dans la créativité. Il est peut-être en excès aujourd'hui à ce niveau-là, mais il y a juste quelque chose à rééquilibrer. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Il y a cette énergie au niveau de la Terre à bien centrer. Tout ça pour dire que quand on rentre dans cette compréhension des choses, c'est de la magie. La vie, de toute façon, c'est de la magie, et c'est ça qui est chouette, hein, parce que c'est... Et il a tout à fait raison, c'est un tableau magnifique qu'on crée au fil du temps. C'est une histoire qu'on va conter, c'est un poème, la vie c'est un poème, hein, c'est merveilleux. Et c'est lorsque on est dans ce détachement, dans ce lâcher prise, et dans cette sagesse qui correspond à une forme d'acceptation, on est aussi totalement dans le pardon, et c'est ça qui nous permet de dépasser, de passer à autre chose. Donc là, forcément, on est dans l'ouverture, on ouvre toutes les portes. Et lorsqu'on ouvre les portes, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On capte. Et quand on capte toutes les énergies. Toutes celles qu'on décide de capter. Parce que si on ne capte pas les énergies, c'est qu'à un moment donné, on s'est fermé par trop de peur, par trop de tristesse, par trop de doute, par trop d'insatisfaction. Et c'est ça qui fait qu'on ne capte pas les énergies. Qui dit que c'est fini? Le corps, quand l'âme quitte le corps, il y a toujours de la vie dans le corps. Il y a toujours de la vie, on a toujours des microbes par-ci par-là, il y a toujours la vie, c'est la vie dans la vie, c'est la vie dans la mort. La mort, c'est juste... c'est un souffle. c'est quelque chose qui est simple et compliqué à la fois, mais la mort et la vie sont étroitement liées. C'est une notion
d'instantanéité et en même temps de passage. C'est juste une fréquence vibratoire entre les deux. Et quand on vit certaines expériences et qu'on a cette chance-là de revenir surtout pour vivre différemment, eh bien, on se rend compte que tout est possible en fait, que tout est possible et que la vie c'est de la magie. La vie c'est de la magie. C'est juste de l'intention et c'est de la magie. On a ce pouvoir créateur, on a le pouvoir d'être heureux et il suffit de le décider. On a le pouvoir d'être malheureux, c'est aussi, ça fait partie de nos décisions. On va à un moment donné attirer le négatif, puis on va à un moment donné attirer le positif. Mais bon, il faut savoir une chose aussi, c'est que la lumière va attirer la lumière, mais c'est aussi de la lumière que s'exprime au mieux l'obscurité. Et l'obscurité, on en a besoin. S'il n'y avait pas d'obscurité, on ne prendrait pas conscience de la lumière. Donc aujourd'hui, cette obscurité peut s'apparenter au corps, à la matière, au soma, au physique. Et cette lumière qui est en nous, qui siège au cœur de notre âme, qui est notre essence, et qui fait que l'on résonne dans cette subtile magie qu'est le corps dans sa globalité, le physique, le psychologique et l'énergétique. Voilà. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2, c'est l'émission Santé et Spiritualité, animée aujourd'hui par Sandrine Félix. Nous ouvrons immédiatement le troisième et dernier espace promotionnel de cette émission. C'est Sandrine Félix qui a animé aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Pour la joindre, un numéro de téléphone, c'est le 06 60 58 39 77. Je répète, 06 60 58 39 77. Il y a aussi un site internet, c'est spiral-énergie.fr au singulier, spiral-énergie.fr. Je vous précise qu'un bilan énergétique complet sera offert à tout auditeur de la radio qui appellera Sandrine Félix. Ensuite, des formations, plusieurs formations au Shutsu. Le premier séminaire aura lieu, et c'est à Paris, le premier séminaire aura lieu les 18 et 19 octobre 2014. Le second séminaire le 24 et 25 janvier 2015. Le troisième séminaire le 7 et 8 mars 2015. Et enfin le quatrième séminaire les 6 et 7 juin 2015. Toutes ces informations et bien d'autres, c'est sur le site internet de Sandrine Félix, spiral-énergie.fr. Fin de ce troisième et dernier espace promotionnel. Il nous reste à peine quelques minutes à passer ensemble, Sandrine Félix. Nous allons d'ailleurs passer ces derniers instants à écouter la bande-annonce réalisée par Laurent concernant la conférence qui aura lieu ce soir dans les locaux de la radio. Juste avant cela, Sandrine Félix, je voulais préciser à nos auditeurs que vous serez présente pour une prochaine émission le 3 juin prochain sur notre antenne. Vous animerez une prochaine émission. Je ne sais pas s'il y aura un atelier à ce moment-là, je ne m'en souviens pas. Il y aura un atelier. Oui, ce sera suivi d'un atelier en Shutsu également. Et là, on travaillera sur les énergies de la chaleur et on travaillera sur tout ce qui va être au niveau de l'ardeur, de la chaleur pour l'élément feu, donc la joie, la satisfaction. Ça sera le prochain atelier. Tout à fait. Aujourd'hui, ce soir en tout cas, ce sera le printemps, mais Laurent va mieux le dire que nous. Merci beaucoup Sandrine Félix. Je vous en prie, merci à vous tous, tout auditeurs et vous-même. C'était l'émission Santé et Spiritualité. Bonjour à tous. Une annonce vous concernant. Sachez que Sandrine Félix, thérapeute, énergéticienne, naturopathe, spécialiste du Chuzu, sera présente dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité le mercredi 30 avril. Par la suite, elle vous propose un atelier conférence dans les locaux de la radio au 8 rue Violet dans le 15e arrondissement à Paris, métro mode Piquet-Grenelle ou duplex. La thématique qu'a choisi d'aborder Sandrine Félix avec vous, le rééquilibrage énergétique avec le printemps.
Atelier conférence qui aura lieu donc de 20h à 22h30. L'ouverture des portes se fait à 19h45 et une donation de 10 € vous sera demandée qui reviendront à la radio. Je vous rappelle donc Sandrine Félix le mercredi 30 avril, le rééquilibrage énergétique avec le printemps. Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via internet.